Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ici dans l'amphi de l'Iliade et peut-être bonsoir à tous à ceux qui nous regardent à distance parce que cette conférence est retransmise en direct sur la web TV de l'université. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Yann Eliès, célèbre navigateur. Vraiment, on est très content de l'accueillir pour cette conférence qui s'appelle Les défis de la course au large. Cette conférence, c'est l'occasion pour nous de clôturer une saison d'Xperium et d'aborder la transition vers une autre. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Julien Roche, notre directeur des bibliothèques universitaires et Learning Center de l'Université de Lille, pour vous accueillir. Merci à tous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Iliade, dans un lieu qui, par essence, est un espace de diffusion des savoirs, un lieu qui est à la fois une bibliothèque, un espace de conférence et un lieu de démonstration de la recherche menée dans les laboratoires de l'Université de Lille. Très heureux de vous y accueillir au nom du président de l'université, Régis Bordet, qui ne peut pas être des nôtres ce soir. Nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège d'accueillir un invité exceptionnel pour clôturer en beauté la saison 5 d'Xperium, Yann Eliès, grand nom de la voile, qui nous propose une conférence intitulée « Les défis de la course au large » ce soir. Cette soirée est particulière à plus d'un titre. Elle marque non seulement la fin de la saison 5 d'Xperium, placée sous le thème du sport et intitulée « Va y avoir du sport », mais aussi le lancement de notre prochaine saison dénommée « Nos mondes en transition », avec ou sans S pour transition, qui ouvrira ses portes le 11 octobre prochain au grand public. Notez la date, ce sera une très belle saison à nouveau. Je veux dire quelques mots de notre invité pour commencer, même si évidemment Lionel présentera peut-être plus en détail dans l'interaction qui va suivre. Yann Eliès est un sportif de haut niveau, dont le palmarès illustre la très belle réussite dans son sport, jugé plutôt double vainqueur du trophée Jules Verne aux côtés de Bruno Perron en 2002 et 2005, triple vainqueur de la Solitaire du Figaro 2012, 2013 et 2015, triple vainqueur de la Transat Jacques Fabre en 2013, 2017 et 2019, et 2 participations au Vendée Globe avec une magnifique 5e place en 2017. On peut dire que Yann Eliès est un sportif d'exception. Je souhaitais également profiter de cet événement de clôture pour revenir sur une saison exceptionnelle pour Xperium. Xperium est né il y a plus de 10 ans et a connu de beaux succès depuis sa naissance, porté par son directeur scientifique Jean Cosléo et par toute l'équipe. Équipe qui a évolué au fil des ans, qui a su se renouveler et qui a donné à Xperium la place éminente qu'il occupe aujourd'hui dans le paysage des sciences avec et pour la société. Depuis 2 ans, nous avons connu une fréquentation record que nous devons à l'engagement de toutes celles et tous ceux qui participent à faire vivre cet espace. Plus de 7200 visiteurs sur cette saison, record pour Xperium, plus de 4600 collégiens et lycéens issus de 166 établissements des Hauts-de-France, également un record, et au total, plus de 28 000 visiteurs accueillis à Xperium depuis plus de 10 ans. Et oui, il n'y a pas que les marins qui battent des records. Jean, un merci, un grand merci, vraiment un grand merci, et derrière toi, merci à toute l'équipe. Cette réussite, c'est la vôtre, soyez et soyons-en fiers. Une belle saison, disais-je, mais déjà le regard tourné vers l'avenir, vers le large. Ce soir, cette conférence constitue en effet un pont entre 2 thématiques fortes. Le sport de haut niveau avec ses exigences, ses évolutions technologiques, ses défis humains incarnés par le parcours de Yann Eliès, et puis la transition écologique, puisque notre invité est aussi un témoin direct de la transformation des océans confrontés lors de ses navigations aux effets du changement climatique et à l'empreinte durable des hommes sur notre planète. Alors que s'est récemment tenue la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, ce témoignage prend tout son sens et nous invite à penser différemment nos liens avec la nature. Cap donc sur la saison 6, nos mondes en transition. En octobre 2025, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle saison d'Xperium autour de la thématique des mondes en transition. Et à travers un ensemble de stands, vous découvrirez la richesse et la diversité de la recherche à l'Université de Lille sur des sujets aussi variés que la transition écologique, transition numérique,
la transition énergétique, la transition économique et sociale, ou encore la transition philologique et linguistique. Le plus complexe, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Tout ceci sera présenté en 8 nouveaux stands en cours de réalisation. Je ne saurais terminer ce propos avant de laisser la parole à notre invité sans remercier chaleureusement ceux et celles qui ont rendu possible l'événement de ce soir. Lionel Genetelli, qui animera cette conférence, sans lui, cette rencontre n'aurait pas été possible. C'est en effet grâce à lui que le lien avec Yann Eliès a pu être établi. J'en suis très reconnaissant, cher Lionel. L'équipe scientifique d'Experium, le département animation culturelle, scientifique et technique, le service communication, Natacha Lucchini, évidemment, pour l'animation à distance, le service audiovisuel, la DOSIMA de l'Université de Lille, et enfin, tous les acteurs de la saison 5 d'Experium, les chercheurs, les doctorants, les animateurs qui sont pour un certain nombre présents ce soir. Votre implication a été essentielle au succès de chacune des saisons que nous avons vécues jusqu'ici. Sans plus attendre, je cède la parole à Lionel Genetelli et à Yann Eliès. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Yann. Merci de ton accueil, merci de votre accueil et merci d'être présent. Il m'est difficile de dire à quel point je suis heureux de partager ce moment un peu d'exception, privilégié avec Yann. Pour être tout à fait honnête, je n'y croyais plus, puisqu'il y a quelques mois, j'ai sollicité Yann dans le cadre d'un autre événement qu'on a organisé. Et quand il m'a dit oui, je lui ai dit ben non, ça ne va pas le faire. Donc manifestement, il ne m'en a pas tenu rigueur puisqu'il est là aujourd'hui. L'autre élément qui motive mon enthousiasme, c'est que, enfin, pour le spectateur que je suis, qui n'a qu'une connaissance approximative de la course au large, on a l'impression parfois que vous n'êtes pas humain, que vous vivez dans un environnement terrifiant, et j'ai besoin que tu démystifies un petit peu tout ça. Je pense que même les plus béotiens des profanes sont admiratifs de femmes et d'hommes qui jouent avec des dépressions, pour prendre le vent au portant, en tutoyant des icebergs. Bon, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Le deuxième élément qui motive mon plaisir, c'est que je travaille dans le domaine de l'innovation à l'université. Et quand j'ai discuté avec toi, j'ai eu l'impression que, alors tu ne m'en voudras pas d'utiliser cette image, que les navigateurs, vous êtes presque dans des exosquelettes appelés bateaux, bardés de technologies du plus haut niveau. Sans innovation technologique aujourd'hui, il est impossible d'exister dans la course au large. Voilà, donc ça c'est un autre élément. Et puis le dernier, c'est que vous êtes aussi très médiatisé, très sur le devant de la scène au regard des enjeux écologiques et de transition. Donc quoi de mieux qu'un grand navigateur pour traiter dans le cadre d'une même intervention de la place de l'innovation et de la technologie dans une compétition sportive de l'extrême, de l'impact de ces innovations sur le rôle du sportif et puis de l'exemplarité de votre sport en matière de transition écologique et sociétale. Donc on fait bien la transition entre la saison sur le sport et puis celle sur les transitions. Pour conclure cette rapide introduction, je voudrais dire quand même que merci à toi, parce que si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es sur Boulogne depuis lundi, que tu vas participer à la course des caps. Quand on a fait connaissance il y a quelque temps, tu m'avais parlé de la préparation du Johan Richomme, ton binôme, qui est terminé deuxième du Vendée Globe d'ailleurs, et de ce que ça pouvait avoir comme exigence. Malgré tout, tu t'es rendu disponible. Demain matin, tu seras dans ton bateau pour faire des runs de vitesse. Je ne serai pas très loin de toi. Et voilà, tu fais partie de l'équipage d'Élodie Bonafou, qui est une jeune femme très prometteuse, que tu vas préparer, mais on en parlera tout à l'heure dans la perspective du Vendée Globe 2028, si je ne m'abuse. Voilà, donc merci infiniment d'être là. Peut-être avant d'entrer dans le dur de ta présentation sur ce que tu as préparé, moi j'aimerais bien que tu te présentes, au-delà de ce qu'a dit notre ami Julien, et que tu te présentes aussi en nous disant quels ont été les moteurs de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené de passer de l'état de navigateur dans les courses individuelles à entrepreneur, puis formateur et passeur. Voilà, donc merci et
La parole est à toi. Merci à toi, Lionel. J'ai 51 ans, donc je suis plutôt proche de la fin de ma carrière que du début. Donc du coup, je suis un témoin sur ces 30 dernières années, on va dire, de l'évolution de la course au large et des défis qu'elle relève chaque jour et qu'elle va sans doute encore avoir à relever. Je suis un marin breton du Finistère Nord, des Côtes d'Armor. Ma tête est faite de granit et de l'eau de mer coule dans mes veines. Mais je pense que je suis un peu tombé dedans comme Astérix. Comme Astérix et Obélix, quoi. C'est-à-dire que mon grand-père adorait la mer, qu'il a transmis à ses enfants, donc à mon père. Et puis moi, j'ai pris le virus. Ça s'est pas fait sans heurts, parce que j'étais un garçon un peu protégé, un peu un fils à papa, et donc quand j'ai cru que j'arriverais à faire comme mon père, finalement ça s'est pas si bien passé que ça. J'ai dû mettre 13 participations, remporter ma première solitaire du Figaro. Donc vous voyez bien que les premières années, ça n'a pas forcément été si facile que ça. Ce qui caractérise, je pense aussi un peu les marins, c'est cette capacité à vouloir arriver au bout et d'y mettre du temps et de l'énergie. Et donc maintenant, comme je suis un peu effectivement en fin de carrière, c'est un nouveau défi, c'est présenté à moi. Que faire de cette fin de carrière? Parce qu'effectivement, les bateaux sont de plus en plus difficiles, de plus en plus physiques. Qu'est-ce que je vais faire après la fameuse fin de la carrière sportive de nos athlètes de haut niveau? Alors forcément, on pense tout de suite à l'entraîneur. C'est ma femme qui m'en a parlé aussi, qui m'a dit je te vois bien transmettre aux jeunes. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Je comprends les professeurs qui adorent transmettre à leurs élèves. Et à la fois, je suis moi-même admiratif de cette nouvelle génération. J'ai 2 enfants de 23 et 25 ans, et quand je vois des gamins de 19 qui prétendent vouloir faire la solitaire du Figaro et le Vendée Globe et qui prennent du plaisir en mer, je me dis ils ont quelque chose d'exceptionnel, ces gamins quand même, parce que c'est dur. J'ai fait 30 ans que je fais ce métier-là, ça n'a pas toujours été facile. De voir que la relève est là, je trouve que c'est passionnant. Donc voilà. Et puis, directeur de course, c'est aussi une façon d'assurer l'équité sportive, de faire en sorte que l'héritage des Florence Artaud, Eric Tabarly perdure, et justement faire en sorte que les courses de demain respectent un cadre que moi j'estime être le bon, et faire en sorte que cette nouvelle génération évolue dans un cadre sportif. Parce que la voile est assaillie par l'économie, les médias, et il faut essayer de résister à toutes ces contraintes et faire en sorte que, in fine, un Vendée Globe, ça restera pas le même que le premier, mais qu'en tout cas, on essaye de faire en sorte que les règles soient les mêmes, que le parcours soit les mêmes, et que nos marins profitent de cet héritage-là, et que ça se noie pas effectivement dans les médias et les millions. Donc, je vais commencer ma présentation, peut-être, Lionel, non? Je peux peut-être dire un mot avant que tu démarres, si tu veux bien. Il y a 2 volets dans ton intervention, qui va plutôt porter sur l'innovation, la place qu'elle occupe, puis une sur la protection de l'environnement, les transitions. De l'extérieur, et en étant un petit peu provocateur, on a l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant avec la technologie, que parfois on pourrait même avoir l'impression qu'elle prend la place sur l'homme, que ça fait peser une pression très forte sur les écuries, sur les équipages, oui, sur les compétences des navigateurs. L'innovation, elle concerne les matériaux, tu vas en parler, je ne veux pas rentrer dans le détail, les systèmes embarqués, les fibres, l'électronique, les systèmes informatiques. La sobriété énergétique. Donc ce que j'aimerais que tu fasses à travers ta présentation, c'est nous donner non seulement de faire l'état des lieux de ce que ça recouvre, mais aussi de nous donner ta vision par rapport à ça, et surtout de l'impact que ça peut avoir sur le métier de navigateur aujourd'hui. Voilà. Ok.
Oui, ben, la voile, c'est un peu comme l'aviation, il y a 40, 50 ou un demi-siècle, peut-être un peu plus, est en train de subir un petit peu la même révolution, c'est de toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Et donc, on verra par la suite, j'essaierai de vous offrir quelques pistes pour essayer de tempérer un peu tout ça, de moins consommer, de faire un peu d'économie d'énergie. Donc, quand on veut gagner une course, on doit imaginer le bateau idéal. Et donc, un des gros enjeux, ça reste quand même avant de construire, c'est d'en tester plusieurs, d'imaginer le meilleur bateau possible. Donc, une des techniques, là, on ne va pas parler de la performance, mais enfin, en tout cas, de l'ergonomie des bateaux, qui est un vrai enjeu maintenant. C'est fini d'avoir le vieux loup de mer qui est sur le pont à prendre des paquets de mer. Là, maintenant, on a besoin de résister au vent en parant, aux paquets de mer et d'être bien installé. Et ben, on commence à avoir avec le groupe Gitana Team voilà, la réalité virtuelle se mettre en place pour pouvoir tester son cockpit, son siège de bar, savoir où est-ce qu'on va s'installer pour faire les manœuvres. Alors qu'avant, on était quand même plutôt obligé de passer par une maquette en bois, la bonne vieille maquette que l'équipe technique nous proposait. Là, on peut maintenant quasiment se déplacer dans le bateau et pas non plus uniquement juger sur plan, est-ce que le siège est au bon endroit, est-ce que la bannette pour dormir est au bon endroit. Mais je dirais que... Ah, excuse-moi, j'ai quitté le mode plein écran, c'est ça? Ouais. Mais vraiment, là, ce qui est le plus gros enjeu maintenant, c'est utiliser les simulateurs pour tester plusieurs carènes, donc plusieurs coques, et plusieurs appendices. Et Erwan Israël, qui est justement été en charge de ça chez Gitana, dit que pour l'instant, il a plus navigué sur le bateau que son skipper, parce qu'il passe 2, 3, 4 heures par jour à tester ou de nouveaux appendices ou des nouveaux réglages. Et on peut même, pendant la course, où l'assistance extérieure est autorisée, vérifier à terre les réglages du skipper et lui suggérer des améliorations. C'est-à-dire que maintenant, dans une cellule de routage, sur une route du Rhum ou sur un tour du monde, on n'a pas plus que 1, 2 ou 3 météorologues, mais on a aussi un ingénieur qui va surveiller en permanence les réglages qu'il y a à bord et être capable de proposer au skipper. Donc vous voyez que ça va quand même très loin. C'est pour ça que le Vendée Globe, par exemple, est sans escale et sans assistance. On essaie de couper un peu ce lien avec la Terre. Alors, malheureusement, avec Starlink et puis les antennes satellites, on a de plus en plus de mal à couper ce cordon, et nous-mêmes, on a du mal à le couper, parce que nous, terriens, on a besoin de savoir ce qui se passe à bord. Mais donc voilà, maintenant, c'est un des vrais enjeux. J'imagine, le premier bateau, mon bateau en 2007, quand on avait mis à l'eau, on avait été dans le nord de Paris, sur un essai en bassin de Carène. On avait construit une petite maquette de 3-4 mètres. Enfin, on en avait construit 2 ou 3. On avait choisi avec les architectes. Et puis, on avait essayé de tester cette carène qui servait aussi aux militaires pour essayer leur carène de sous-marin ou autre. Mais la difficulté aujourd'hui reste quand même d'arriver à simuler vraiment l'état de la mer. C'est facile d'essayer un bateau sur une mer plate, mais c'est extrêmement difficile d'arriver à simuler une mer longue, courte, croisée, parce que vous voyez en mer, il y a la mer de la houle qui a été générée par un phénomène météo immense, et puis ce phénomène se déplace et les vents tournent, et dessus on va rajouter la mer du vent, donc on se retrouve avec de la mer dans tous les sens. Et puis bon, on est quand même contraint par le temps, quoi. C'est-à-dire que quand un sponsor dit je vais vous commander un bateau pour tel événement,
Si on arrive à le convaincre 1 an, 2 ans avant, on peut se donner du temps d'études et de recherche, mais à un moment donné, il faut mettre le bateau à l'eau, puis il faut s'en servir, quoi. Et donc, et puis ça coûte de l'argent. Donc effectivement, on aimerait bien passer le plus de temps possible sur ces essais en simulateur, mais ça reste quand même limité dans le temps. Bon. La robotique est venue également dans la production et la construction du bateau faire son apparition. C'est des robots qui ont été mis au point pour l'aéronautique, qu'on a adapté à la construction navale. C'est vrai qu'un bateau avant était construit quasiment à la main. Hein. Enfin, on parle d'heures de main-d'œuvre, hein. C'est vraiment de la main-d'œuvre. Je crois que c'est plus de 50 000 heures de travail à la main pour construire un ultime. Mais néanmoins, on a réussi à mettre au point quelques techniques on a réussi à robotiser un petit peu, parce que c'est vrai que la main de l'homme, il y a toujours parfois des petites erreurs de fait, un séparateur de tissu qui est oublié, donc on a eu des pièces qui ont été... on sait que sur la construction d'une machine comme celle-là, on va oublier quelques séparateurs dans le carbone qui vont fragiliser une pièce. Donc on essaye de radiographier les pièces avant leur livraison. Mais le fait qu'on puisse robotiser ça enlève un tout petit peu l'incertitude. Donc c'est essentiellement sur les foils qu'on a réussi à robotiser. Les foils, ce sont ces appendices qui sont un peu les ailes des bateaux. C'est quand même des enjeux économiques assez importants. On n'est pas comme dans l'aviation, notamment l'aviation commerciale, où là, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on transporte des gens. Mais bon, on tend de plus en plus à... Il commence à y avoir de plus en plus de passerelles, en tout cas entre l'aéronautique. Et ce sera une des solutions qu'on peut utiliser, puisqu'on a vu le premier bateau construit qui a été mis à l'eau la semaine dernière, à base, on va dire, de 60% de carbone réutilisé de l'aéronautique. On va voir que c'est une des solutions pour moins consommer et essayer d'avoir un impact le plus léger possible. Alors on a pas mal de fibres optiques aussi un petit peu partout dans le bateau. L'idée c'est de savoir si ce qu'on a calculé se déforme exactement comme ce qu'on avait imaginé. Voire parfois de lever le pied si on imagine que l'appendice se déforme plus que prévu ou si on l'a dépassé finalement dans l'utilisation du bateau. Ça peut permettre aussi en cas de casse de savoir un peu le moment où c'est comment on a cassé ou le fond de coque ou l'appendice. Mais effectivement, ça génère quand même beaucoup de données qu'il faut être capable après de traiter, quoi. C'est bien gentil de mettre de la fibre optique, mais enfin, alors avec l'arrivée de l'IA, on va sans doute pouvoir mieux traiter ces données, mais aujourd'hui, on est un peu submergé, quoi, par toutes ces données. On met beaucoup de capteurs, mais on n'arrive pas à en tirer vraiment la quintessence, puisque derrière, c'est des ingénieurs qui doivent les traiter. Et il y a quand même beaucoup de choses qui passent à la trappe. Le pilote automatique, ça c'est vraiment quelque chose qui a vraiment aussi fait beaucoup gagner de temps. Sur le dernier Vendée Globe, on a vu qu'on avait quasiment gagné 20 jours sur le record d'Armel Lecléache. On parle beaucoup des foils, sans doute un peu de la météo aussi, la connaissance de la météo, mais le pilote automatique aujourd'hui a fait vraiment de gros progrès. Le vainqueur du Vendée Globe n'a quasiment pas barré, on ne peut quasiment pas barrer maintenant. En tout cas, on n'a pas de poste de pilotage qui permette vraiment de barrer le bateau, de le diriger de l'intérieur, donc on fait totale confiance au pilote automatique. Et donc vous voyez, il y a plusieurs modes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander au bateau de suivre un cap ou de suivre le vent, et puis par-dessus on va pouvoir ajouter des modes super, ce qu'on appelle des modes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va lui demander de suivre un cap
ou un angle par rapport au vent, mais en plus d'avoir une gîte et de maintenir la vitesse entre 18 et 22 nœuds. Enfin, voilà, on va pouvoir rajouter des couches comme ça pour améliorer la performance. Donc ça, c'est vraiment un dossier, moi, sur lequel, à 51 ans, j'ai le plus de mal, quoi, parce que c'est vraiment très indigeste, c'est des lignes de code. Les ingénieurs qui le font, parfois du mal un peu, je trouve, à nous vulgariser ce vers quoi ils veulent qu'on aille. Donc sur le bateau, là, c'est plutôt cette nouvelle génération, moi, qui a pris en main ce dossier. Quand tu dis que que Charlie Dalla n'a quasiment pas barré, enfin n'est pas intervenu, c'est sans doute vrai pour Johan Richomme, ton binôme. Mais alors, de quelle nature sont leurs choix? Parce que quand on est spectateur de la course, on entend dire il a fait le bon choix, il a fait le mauvais choix. C'est quoi? C'est le modèle météo? Enfin, qu'est-ce qui lui reste à faire? Ah, ce qui reste à faire, plein de choses. Ouais. Faire avancer le bateau le plus vite possible sans... c'est le choix des voiles. Sans lui faire trop mal non plus. Ouais. Choisir la bonne trajectoire par rapport au phénomène météo. Parce que tout ça reste quand même finalement un peu empirique à la fin. Hein. Oui. Le flair du marin reste quand même important. Et puis c'est tous ces petits réglages des voiles, parce que tout se fait en fait à la force des bras. Hein. C'est-à-dire qu'à bord, on est autorisé de source électrique pour actionner le pilote et la quille, et que ces deux mouvements-là, tout le reste se fait à la force des bras. Passer pas mal de temps, effectivement, les marins passent pas mal de temps à l'analyse météo sur les ordinateurs, essayer de comprendre ce qui se passe, fouiller sur Internet les cartes satellites, les relevés de vent, et puis ensuite dormir un petit peu quand même, entretenir le bateau, produire de l'énergie, de l'eau, tout ce qu'on retrouve un petit peu sur notre bonne terre ferme, quoi. Hein. C'est qu'il faut quand même continuer à manger, produire de l'énergie pour que tout ça fonctionne, et puis et de l'eau et manger et entretenir le bateau et réparer si vraiment il y avait besoin, quoi. Là, on parle de technologie, mais tu me confirmes, vous dormez très peu sur les bateaux, enfin sur les durées très très courtes. L'idée, c'est quand même d'arriver à dormir, j'espère, pour garder de la lucidité, c'est 4 heures par 24 heures, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est pas 4 heures d'un coup. On peut se permettre par moment de dormir 4 heures d'un coup, mais à ce moment-là, en mettant un certain nombre d'alarmes à bord pour vérifier que le bateau ralentit pas trop ou qu'il change pas de direction avec le vent. Parce que quand je mets mon pilote en mode vent, si le vent tourne de 180 degrés, je peux en 2 heures me retrouver à faire marche arrière. Et puis pareil, si j'avais choisi une toile de vent, une surface de voile pour un vent médium, et puis que d'un coup le vent se mettait à monter très fort, mon bateau va accélérer ou il va faire une sortie de route. Donc si moi je me suis endormi vraiment trop profondément, il faut que j'ai des alarmes pour me réveiller. Donc je peux mettre une alarme comme un réveil, ou je peux mettre une alarme sur un seuil, sur le vent, sur la vitesse du bateau, sur la gîte, sur le pilote. Alors donc on voit qu'il y a effectivement beaucoup de technologie à bord, mais tout ça a un coût. Et donc il y a une règle aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques mois, on devait avoir une énergie qui puisse permettre de récupérer un homme à la mer. Donc un moteur qui te fait tourner une hélice. On pouvait emporter ou une quantité de batterie qui puisse permettre de déplacer le bateau au moteur à 5 nœuds, je crois, pendant 4 heures, ou on emmenait un moteur thermique. 90% des coureurs utilisaient le moteur thermique. Et on voit bien que finalement, un des enjeux, on va le voir par la suite, c'est que on parle de transition, mais la transition, ce serait plutôt d'essayer de moins consommer, parce que moi, quand j'ai fait mon tour du monde il y a bientôt 8 ans, j'étais parti avec 200 litres, et puis là maintenant c'est 300, avec l'arrivée de Starlink, qui consomme beaucoup, mais qui permet d'être connecté à Internet en permanence, puis l'arrivée
de la fibre optique, puis l'arrivée de tous ces consommateurs qui sont hyper énergivores. Donc l'énergie fossile à bord va disparaître, puisque la règle pour le prochain Vendée Globe sera de partir sans gasoil. Donc les équipes vont faire face à un nouveau défi, qui est d'arriver à alimenter toute cette technologie sans énergie fossile. Ça serait quand même pas mal d'arriver à moins consommer. Alors les sources d'énergie, on a le solaire, l'éolien, l'hydraulique et le chimique. On peut combiner plusieurs sources, c'est même à conseiller, parce que aujourd'hui aucun concurrent ne part avec ou que le moteur ou que du panneau solaire, parce que si vous comprenez bien que s'il y en a un qui tombe en rade, vous n'avez pas de redondance. Alors le solaire, c'est bien, mais déjà il ne fait pas le jour tout le temps. Ça marche moins bien quand il fait gris. On ne dispose pas d'une surface vraiment infinie. Jusqu'à présent, on pouvait en mettre que sur le pont du bateau. Et on voit qu'il y a des solutions qui commencent à arriver pour les mettre dans les voiles. Donc ça serait une bonne solution si ça pouvait marcher. Parce qu'on a quand même à certains moments quasiment 600-800 mètres carrés de toile. Donc si on arrivait à recouvrir toute cette surface de panneaux solaires, ça permettrait vraiment de dégager beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas encore totalement fiabilisé. L'éolien, vous me direz, oui, on fait le tour du monde à la voile, pourquoi on n'utilise pas le vent? Alors, on n'a pas toujours ce qu'on appelle le vent apparent sur le bateau. Le vent apparent, c'est le vent que vous avez quand vous mettez la main en dehors de la voiture, quand vous vous déplacez. Vous comprenez bien que si vous avancez, s'il y a 100 km/h de vent, mais que vous avancez à 100 km/h dans le même sens que le vent est nul. Et donc à ce moment-là, l'éolien ne fonctionne pas. Et ça génère un peu de traînée aussi. Dans la performance, on va parler de traînée hydrodynamique, mais aussi de traînée aérodynamique. Et puis, il y a un petit côté où c'est encombrant, c'est un peu dangereux quand même aussi, il ne faut pas passer trop près. L'hydrogénérateur, c'est presque la meilleure solution. C'est comme une dynamo qu'on mettait sur les vélos, pour ceux qui ont connu l'époque où on produisait notre électricité sur les vélos pour se faire voir des voitures. Alors, ça crée de la traînée hydrodynamique, mais je dirais qui est difficile à mesurer tellement elle est infime. Mais je crois que la plus grosse barrière, elle est psychologique pour le marin. En tout cas, je sais qu'un marin comme Charlie Dalin, qui a gagné le Vendée Globe, il ne mettra jamais de la vie immerger une hydrogénératrice dans l'eau, quoi. En plus, avec son passé d'architecte, lui, c'est non, c'est de la traînée. Donc il en avait à bord, en cas de chasse, comme on dit. Mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment super efficace, hein. On peut quasiment produire 30 ampères. Donc 30 ampères, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on va dire que c'est une Starlink, plus un pilote automatique, plus 2 écrans, et quasiment en plus un désalinisateur, quoi. Ça, c'est intéressant aussi. Je trouve qu'à terre, on ne sait pas assez combien on consomme quand on appuie sur un interrupteur. Sur un bateau, on a quasiment le détail de qui consomme quoi. Quand on appuie sur un bouton, on sait combien ça va générer de consommation. Puis ensuite, la pile à combustible. La pile à combustible, ça reste chimique. C'est pas facile d'embarquer certains éléments à bord comme l'hydrogène. Il y a un marin irlandais, écossais je crois, qui a mis à l'eau un bateau. Vous voyez la taille du réservoir à bord. C'est pas forcément évident non plus. Il y a des risques en plus, des normes à respecter, des risques d'explosion. Mais c'est un bon complément, notamment la pile à combustible en bas là. Alors je crois que c'est avec je sais plus avec quoi ça fonctionne. Non, en plus ça dégage de la chaleur. C'est pas mal dans le sud quand on est auprès des icebergs. Ça permet d'avoir du chauffage à bord. Donc voilà,
On peut produire de l'énergie, mais pour moi, ça resterait quand même bien qu'on arrive à moins consommer, quoi. Donc une des pistes, déjà, c'est de retirer un petit peu tout ce qui est fibre optique, finalement, qui sont importants dans la phase de mise au point, mais qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir en direct pendant toute la course. Une nouvelle règle est sortie dans la classe IMOCA, où on doit mesurer son empreinte carbone, y compris à partir de la construction du bateau. Et donc c'est pour ça qu'on a vu il y a un mois 3 coureurs annoncer qu'ils construisaient le même bateau. Et donc on va construire dans le même outil qui d'habitude servait qu'à un seul et puis qu'on jetait à la poubelle, on va construire 3 bateaux. Donc on va diminuer notre empreinte carbone. Exploiter effectivement la filière carbone de l'aéronautique et de l'armement. Nous on transporte pas des gens, y a moins, enfin, on a notre devoir d'aller vite, mais finalement on est un peu seul à bord et puis on peut très bien accepter d'avoir un tout petit peu moins de performance, d'avoir un tout petit peu de kilos en plus à bord en réutilisant des filières de l'aéronautique. Éviter effectivement aussi de faire venir par n'importe quel moyen à n'importe quel endroit du globe des voiles, du matériel. On peut utiliser le transport maritime. C'est plus long, ça demande de s'organiser un petit peu plus, mais par contre, on n'a pas forcément besoin, si on prend la décision au bon moment, elle arrivera en temps et en heure pour le départ du Vendée Globe. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ma décision de construire une grand voile neuve 3 mois avant le départ, il va falloir que je la prenne 6 mois avant le départ, mais elle arrivera en temps et en heure. Et puis ensuite, et ça c'est vrai depuis quelque temps, d'avoir des objets, en tout cas des éléments du bateau qui sont moins sollicités et qui prennent moins de choc et qui n'ont pas besoin d'être fabriqués en carbone. On peut très bien mettre par exemple des trappes de survie en lin. La table à cartes, on n'a pas forcément besoin d'être tout carbone, quoi. On peut, et donc tout ça étant mis en place par la classe IMOCA et valorisé. Je suis en train de me dire, tu m'as précisé que tu tenais à interagir avec la salle. Donc peut-être qu'avant de passer à la deuxième partie, on pourrait ouvrir... C'est vrai que j'ai été un petit peu long là. Non, au contraire, tu as tout ton temps. Donc, il y a des questions ? Il y a un coureur qui prévoit de faire le Vendée Globe 2028 avec un bateau entièrement fait en bois et en fibre végétale. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que si ça marche, ça serait un formidable pied de nez en fait, à l'histoire, parce que c'est vrai qu'on a tous connu les premiers bateaux en bois. Je pense que ça aura du mal à rivaliser avec les bateaux en carbone, mais par contre, ça peut faire réfléchir. Effectivement, ça peut faire réfléchir. On voit très bien que la gagne à tout prix sur un Vendée Globe, en fait, c'est, on va dire s'il y a 40 participants, on va dire qu'il y a un quart qui communique sur la compétition, sur l'envie de gagner, mais que les 3 autres quarts, en fait, ils vont raconter une histoire différente. Ils vont pas tous y aller pour dire moi je veux gagner. Il y en a quelques-uns qui vont dire voilà, moi vous voyez, j'ai fait le tour du monde sur un bateau en bois sans consommer la moindre chose. On a les petits jeunes comme Violette d'Orange qui ont participé et qui ont eu un impact incroyable sur la course. Et donc dans ces 40 coureurs, il y a la place pour passer plusieurs messages et pas que la compétition. Et donc je trouve ça finalement assez bien, comme Armel de Tripon là, qui vient de démontrer qu'on pouvait construire un IMOCA flambant neuf avec les rebuts de l'aéronautique. Je trouve que c'est bien. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur l'innovation peut-être plutôt physiologique. C'est-à-dire qu'un coureur en solitaire, on a parlé des problématiques de sommeil, mais il y a aussi toutes les problématiques d'autonomie sur la santé. On connaît certains coureurs qui se sont recousus la langue pendant un Vendée Globe. Il y a les questions donc, de sommeil, d'alimentation, et puis aussi Charlie Dalin avait beaucoup parlé des problématiques psychologiques
de la gestion de la solitude, d'être au top tout le temps. Est-ce que c'est des choses que tu prends aussi en considération en tant que directeur de course ou de préparation d'équipe? Oui, alors pour la première fois, pas tous les coureurs, mais enfin presque la moitié, ont subi une batterie de tests physiologiques avant le départ et après, pour avoir une photo. Comment ils étaient en forme avant et comment ils sont revenus. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'ils avaient perdu tous 1 centimètre. Ouais. Et en gros, l'étude révèle qu'ils ont un peu les mêmes symptômes que les cosmonautes, quoi. Et qu'ils perdent de la masse musculaire des membres inférieurs parce qu'on n'est plus debout, on marche plus, on court plus, on est quasiment beaucoup assis ou allongé, plutôt du haut du corps. Et donc, cette étude-là, je pense qu'elle va pas révolutionner, hein, mais on comprend mieux un petit peu qu'est-ce que subit le marin sur ces 2 mois. Et à la fin, j'ai une petite slide, mais du coup, comme ta réponse, ta question vient maintenant. Et ben en fait, notre sport, effectivement, est en évolution. C'est-à-dire qu'avant, un marin, il y avait que on appelle un petit roof, c'est-à-dire un petit toit sur le bateau, juste pour se mettre à l'abri de temps en temps, et puis après, il vivait à l'intérieur. Ben, les nouveaux bateaux, comme vous voyez sur cette photo, maintenant sont recouverts quasiment de A à Z. Ils ne sortent plus que pour aller changer de voile, vérifier que les bouts sont bien passés. Mais quand on fait route, on est à l'intérieur et on a un espèce d'habitacle maintenant qui ressemble un peu à un cockpit d'avion. Quelques fenêtres quand même pour voir ce qui se passe. Un siège baquet sur ressort pour encaisser les chocs. Un écran d'ordinateur pour pouvoir faire la stratégie et savoir où on va. Il y a un petit pointeur ici. Pas ici. Le petit détail, moi, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a la cuisine normalement qui est, enfin, le petit réchaud qui est attaché au siège. Et donc proche des manœuvres ici, donc des winches pour pouvoir régler les voiles. Alors, il dormait pas, il faisait pas les grosses siestes dedans, mais enfin, il pouvait s'assoupir. Le gros dodo, la vraie bonne grosse sieste, elle se faisait là à l'intérieur, là sur les côtés. On avait une bannette, un lit. Mais on voit que effectivement, et c'est une des clés qui a amené aussi à la victoire, c'est-à-dire que Charlie Dalin et Johan, donc le premier et le deuxième, ils étaient les 2 seuls marins à avoir mis autant d'énergie et de soins sur l'ergonomie à l'intérieur du bateau et à avoir pris la décision après Alex Thompson il y a 4 ans d'avoir fait un bateau complètement fermé, quoi. C'est-à-dire être capable d'aller vite, longtemps. Parce qu'aujourd'hui, la limite, c'est pas la machine, c'est l'homme, quoi. Et donc, il faut commencer à prendre soin du marin. Bonsoir, oui. On a parlé beaucoup d'évolution technologique, d'innovation, notamment liée au numérique. Et donc, il y a eu cette notion de la jeune génération s'empare du numérique, la génération d'avant peut-être un peu moins. Est-ce que c'est vraiment la prise en main des outils et des dispositifs numériques qui est difficile, ou c'est plutôt le fait de faire un peu le deuil de l'ancien métier de skipper qui du coup disparaît peut-être un petit peu et se transforme? Donc est-ce que c'est lié à la transformation ou plutôt à la prise en main des outils, et quel est le frein en fait Moi, c'est vraiment cette obligation de se mettre en scène en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il fallait que je me prostitue ou que je prostitue mon image pour arriver à donner au public ce qu'il veut. Alors que je pense que Violette, je pense que ce qu'elle donne, c'est le vrai. Elle est comme ça, quoi. Mais pas forcément sur l'image, mais aussi sur les outils de techno, de navigation, etc. Où, voilà, le profil du skipper a évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un skipper, c'est un ingénieur.
de moins de 30 ans, on va dire le morphotype hein, du vainqueur du Vendée Globe, on va dire alors moins de 40 ans, un ingénieur, s'il a un peu d'expérience architecturale, c'est bien aussi, mais voilà, on en est là, quoi. Et donc effectivement, moi, qui était plus un sensitif, qui n'ait pas fait d'études, bon, j'ai compensé par autre chose, c'est-à-dire par apprendre. Hein. Pas parce qu'on n'est pas ingénieur qu'on ne peut pas comprendre comment fonctionne un pilote automatique, hein, il faut se l'approprier, finalement y passer du temps. Mais passer une certaine génération, oui, je trouve qu'à 50 ans c'est plus compliqué de s'y mettre, ouais. S'approprier les outils. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à peu près. Tu as abordé un petit peu la problématique de la limite de l'homme. En fait, dans le dernier Vendée Globe, on a vu un choix de Charlie Dalin de rester devant une dépression. Il a fait un choix judicieux puisqu'il a gagné. Il a pris potentiellement énormément de risques parce que c'était pas garanti qu'il reste devant. Est-ce qu'on n'est pas en train, avec tous ces outils de plus en plus sophistiqués, avec l'IA, etc., d'amener des machines qui vont devenir supérieures à l'homme, et l'homme ne sera plus en capacité de les mener? Il y a eu pour le grand public, ça n'a pas été forcément très très clair, mais il y a eu une espèce de tournant cette année dans le Vendée Globe. Tout est parti du Vendée Globe d'un slogan assez simple: sans escale et sans assistance, et en solitaire. Et le sans assistance, ça commençait à devenir un petit peu nébuleux. Est-ce que c'était vraiment sans assistance? Qu'est-ce qu'on avait droit d'avoir comme assistance? Là, les choses ont été un peu mieux définies avant le départ du Vendée Globe, sur ce qu'on avait droit ou pas de communiquer aux skippers, les équipes techniques. Et pour moi, la clé, elle est là. C'est-à-dire que si on limite l'apport de la Terre au marin, le marin, s'il est intelligent, il imaginera ou il partira avec le bateau qui correspond à ses connaissances et à ce qu'il peut en faire. Et il ne pourra pas partir sur un bateau, ou ce serait une bêtise de partir sur un bateau qui ne puisse pas comprendre, utiliser, maîtriser, entretenir ou réparer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est une des clés pour faire en sorte que justement la machine ne dépasse pas le skipper. Parce qu'un skipper qui aujourd'hui part sur une machine qu'il ne maîtrise pas, ou c'est-à-dire que les ingénieurs lui ont mis au point le jour du départ, si à un moment donné dans la course, à la moitié, il y a plein de choses qui tombent en panne, on est tous confrontés à ça, hein, à terre. Hein. Je sais pas, mon imprimante ne marche plus, mon ordinateur s'est déconnecté, j'ai eu une mise à jour qui va pas, mon téléphone iOS, ils ont changé les boutons, je sais plus où ils sont. Si un skipper part avec un bateau qui est au-dessus de ses compétences, je pense qu'il ne pourra pas gagner. Donc cette notion de sans assistance, pour moi, elle est super importante. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou si ça empêchera les bateaux de dépasser les humains. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à entendre en tout cas des marins ou des jeunes qui disent ils mettent un pied sur un IMOCA, ils font un tour et puis ils font c'est pas pour moi. Hein. Je comprends. C'est moi ce qui va me faire arrêter là aussi dans les prochains mois ou années, quoi. C'est-à-dire que ça commence à être. Faut vouloir y aller, quoi. Hein, dans la caisse fermée, là, à débouler à 25-30 nœuds, à se faire démonter la tronche, faut. Quand en plus tu vois plus trop ce qui se passe à l'extérieur, tu vois plus les albatros, les baleines et les dauphins, je vois plus trop où est le plaisir. Bon, en tout cas, la balance plaisir, performance, chacun la trouve où il veut, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est un petit peu moins nette. Là, on a parlé de courses avec technologie, avec de la vitesse, de la performance. Est-ce que vous pensez que des courses comme la Golden Globe Race, qui est le Vendée Globe à l'ancienne, oui, peut trouver son public ou alors oui, ça va mourir? Ah non, je pense que ça ne va pas mourir. Je pense qu'effectivement, la Golden Globe, c'est une course qui veut revenir sur
sur le Vendée Globe n'est issu que de la première Golden Globe Race, je crois c'est en 64, je dirais, ou 68 peut-être, avec Bernard Moitessier, pour les anciens qui connaissent, la longue route, un skipper qui est parti faire le tour du monde et puis arrivé, après avoir fait le tour de l'Antarctique et arrivé au Cap Horn, il a fait « moi je vais en refaire un deuxième ». Je suis bien en mer. Pas facile hein, pour la femme et les enfants. Et puis arrivé au bout du deuxième, il a fait allez, j'attaque un troisième, et puis finalement il s'est arrêté à Tahiti. Voilà. Et puis il n'est plus jamais rentré à la maison. C'est dire l'impact que peut avoir la mer sur un marin et sur le temps qu'on y passe. Mais oui, non, je pense que ces courses-là, du coup, qui veulent reproduire un peu les conditions d'il y a presque un siècle maintenant, elles ont leur public, ouais, parce que c'est poétique quand même hein, de faire le tour du monde sans connexion satellite, sans fabriquer son eau douce. Il y a un côté un petit peu spirituel, c'est sûr, mais c'est difficile d'arriver à maintenir vraiment les mêmes conditions qu'à l'époque, parce qu'il y a des nouveaux outils ou des outils qui étaient utilisés à l'époque, comme les radios amateurs, tu vois, pour communiquer, la BLU, tout ça. Monaco Radio, ça n'existe plus, quoi. Donc on a du mal à maintenir un petit peu vraiment le côté originel où on part vraiment sans rien, quoi. Mais je pense que ça a son public, ouais. Et du coup, je reviens sur la technologie, parce que quand je vois Charles Caudrelier avec son truc, tous les moyens qu'il y a, les ingénieurs et tout ça, en fait, on a l'impression que ça devient de la Formule 1. Et on ne pourra pas avoir 40 coureurs qui ont les moyens d'avoir la Formule 1. Et du coup, qu'est-ce que ça va devenir le Vendée Globe? Des gens qui vont partir à fond de balle avec des super machines, et puis derrière, il y aura les 2 chevaux qui vont traîner. Enfin, je me demande un peu comment ça va tourner, parce que c'est bizarre quand même ce truc. On se demande un peu, ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs messages qui peuvent coexister sur une course comme celle-là. Bon, déjà, ce qui est factuel, c'est qu'il n'y a pas plus de 40 places dans le port. Que si on veut que l'événement reste à Sables-d'Olonne, on n'aura pas plus de 40 places. Je pense qu'on a atteint vraiment un niveau élevé, que ça va redescendre. On n'aura pas 40 coureurs la prochaine fois. Il y a effectivement, écologiquement parlant, en plus même, je veux dire, ces bateaux, si on en construit 15 par an, on en fait quoi après, quoi? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont une deuxième vie, ils font un Vendée Globe, 2 Vendée Globe, 3 Vendée Globe, 4 Vendée Globe. Mais on commence effectivement à voir certains bateaux qui sont mis en vente, qui pourrissent dans les ports. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et puis, économiquement parlant, effectivement, tout le monde ne va pas pouvoir avoir son bateau à 10 millions d'euros et son équipe qui met 5 de plus pour que ça tourne. Donc quelques voix viennent s'élever un petit peu pour dire ce serait bien qu'il y ait un deuxième classement, un classement bateau à dérive ou un bateau vintage. Je ne sais pas s'il faut vraiment le formaliser ou pas. Est-ce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, chaque marin vient raconter son histoire avec son bateau, et si tu annonces clairement que tu n'étais pas là pour la gagne à ton sponsor et que tu vas le communiquer différemment. J'ai pas vraiment de réponse toute faite à te dire. On peut pas aussi mettre une règle qui limite un peu le fait qu'ils changent de bateau à chaque fois, quoi. Enfin, si. Parce que ça, c'est quand même insupportable, sur le plan écologique. Oui. Chaque marin change de bateau tout le temps. C'est pas du consommable, en fait. Oui. Alors, je sais pas si vous connaissez la classe Mini 650. C'est une classe de bateau de 6,50 m qui est vraiment précurseur, qui est un peu... les règles qu'on a dictées pour pouvoir participer au dernier Vendée Globe sont issues de cette classe. Comme c'est des petits bateaux, ils ont fait face à une affluence de demandes énorme. En fait, ils se sont retrouvés avec plus de 120, 150 personnes qui voulaient faire la mini alors qu'il n'y avait que 80 places. Donc ils ont édité des règles de qualification, c'est-à-dire qu'il fallait faire un certain nombre de milles, prouver qu'on était capable de faire la course, et puis de départager, faire un classement pour dire, voilà, les 80 qui ont fait le plus de milles et qui ont eu les meilleurs résultats en course, c'est ceux-là qui partent. C'est un peu ce qui guette du coup le prochain Vendée Globe. Mais ils ont pris aussi une mesure forte récemment, qui est de dire, là on arrête la construction des bateaux, terminé là, c'est fini, là on va courir avec ceux qui existent, quoi. Fini. On verra dans 4-8 ans si la technologie
veut qu'on puisse remettre en route la construction de nouveaux bateaux et que c'est vraiment nécessaire, s'il y a eu une rupture technologique qui le nécessite, mais là aujourd'hui on arrête de construire des bateaux. Donc on peut prendre cette décision, oui. Tu voulais de l'interaction, t'en as eu. Oui. Il nous reste quelques minutes pour aborder encore. Mais en fait, tu l'as déjà fait dans la première partie. Ouais, ça fait un peu parent pauvre là de repartir. Non, parce que tu en as parlé tout au long de ton propos. Les préoccupations liées à la protection de l'environnement. Tu m'as demandé de témoigner sur ce que je voyais en mer et des changements climatiques. Oui. Bon, ben voilà. Les 2-3 trucs qui me sont venus en tête tout de suite, c'est la mer de Sargasse. La mer de Sargasse, c'est quelque chose qui se trouvait plutôt qu'aux Antilles, on va dire. Et ça paraît un peu loin de chez nous, mais on en entend parler quand même de plus en plus. Ça noie les Antilles sous des tonnes et des tonnes d'algues. Et puis surtout, quand on traverse l'Atlantique, on commence à en voir aux Canaries, on commence à en voir de temps en temps le long de l'Espagne. Et puis mon père qui revenait des îles Scilly en Angleterre la semaine dernière me dit « Yann, putain, j'espère que je me suis trompé, mais je crois que j'ai vu une sargasse. » Donc ça arrive. Alors ça c'est quoi ? Je pense que c'est des algues qui prolifèrent avec la photosynthèse et puis qui pullulent, quoi. Avant apparemment ça venait que de l'Amazone, mais je pense qu'avec les eaux de ruissellement ça vient aussi pas mal de l'Afrique maintenant. Enfin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de nutriments qui quittent la Terre pour aller dans les océans. Et donc tout ça converge et les courants les amènent un peu au même endroit. Et puis c'est hallucinant parce que c'est malin comme algue en fait. Vous voyez, ça fait des grandes nappes. Et en fait, parce que c'est pour protéger, comme ça crame trop, que c'est trop chaud, ça permet de cramer celles qui sont au-dessus et puis aux autres d'évoluer un peu à l'ombre. Et du coup, au début, il n'y avait que à la surface, puis maintenant on se rend compte que ça fait de l'épaisseur. Autre truc qui m'est arrivé tout de suite en tête, c'est je fais un petit peu de wing foil, c'est-à-dire de planche à voile à foil. Et ça fait 3 ans que je vois des poissons volants en Bretagne. Et il y a 3 ans, je disais ça à mes collègues, ils me disent je pense que t'as confondu en fait. T'as vu un maquereau. Je dis écoute, la première fois je me suis dit ouais, j'ai peut-être halluciné, je sais pas, j'ai dû voir un truc, une anguille sauter quoi. La deuxième fois, et puis en fait en parlant avec les copains, il me dit putain moi aussi j'en ai vu quoi. Poisson volant c'est pareil, c'est des poissons des Antilles. Et puis, tu parlais de mes premiers trophées Jules Verne en 2005 où on pouvait faire le tour du monde. Le principe d'un tour du monde, c'est que quand on tourne autour de l'Antarctique, le chemin le plus court, c'est celui qui est le plus proche du pôle. Donc forcément, on a envie de longer les glaces. À l'époque, on n'avait pas d'image satellite et puis on mesurait la température de l'eau. On disait à partir de 4 degrés, on est susceptible de rencontrer des icebergs. C'était la méthode... qui n'était pas forcément infaillible, parce qu'on en a rencontré dans de l'eau à plus chaud. Donc maintenant, on a des zones de glace qui sont définies avant le départ, parce qu'on prend des images satellites. Et donc on est capable de créer un mur virtuel, on va dire, autour du pôle sud, pour éviter ces zones. Et donc on parle de record, là, mais en fait, aujourd'hui, le parcours du Vendée Globe, il est plus long qu'avant. Qu'avant on pouvait tourner autour du pôle sud quasiment à le raser, maintenant on est obligé quasiment de... Vous voyez les Kerguelen, ils sont là, je pense que dans quelques années on sera obligé de passer au nord, quoi. Bon, la bonne nouvelle quand même aussi, c'est qu'on est en train de prendre des mesures et... On disait les foils, je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias, on a tapé un OVNI. On a cassé le foil, on a tapé un OVNI, un objet non identifié. Bon. L'objet non identifié, c'était un poisson, un dauphin, un requin, une baleine, un poisson-lune. Ça, on peut plus, c'est plus possible ça. Ça a mis du temps quand même à rentrer dans la tête des skippers. Donc pour l'instant, on en est au stade où on a une petite idée des endroits où ils migrent et où on a le plus, et on essaye d'éviter ces zones.
On est en train de mettre au point, par contre, là c'est plus compliqué, mais j'espère que ça va arriver rapidement. C'est une caméra ou un sondeur ou un sonar qui soit capable de détecter devant les mammifères. Et moi, en tant que directeur de course, j'irai même plus loin. Je ne l'ai pas encore proposé, mais je pense que la prochaine course que j'officierai, j'essaierai de le proposer, c'est de traverser, si on peut pas contourner les zones où il y a des mammifères, c'est d'imposer une vitesse maximum, quoi. Un peu comme en Formule 1 dans les stands, quoi. On ne voit pas une Formule 1 passer à 250 là où il y a les mécaniciens qui changent les pneus. À l'entrée, ils sont à 70, 80, ils se garent, ils changent les pneus, et puis jusqu'au bout de la ligne droite, avant de reprendre la ligne droite, ils sont limités à 80. Ben, nous, pourquoi on ne ferait pas ça? On leur doit bien ça. Voilà, je crois que je suis arrivé un petit peu au bout de ma présentation. Alors sur la dimension environnementale, tu avais déjà parlé un peu du bilan carbone. Il y a aussi, comme tu l'as dit, la réglementation qui pousse les pilotes à faire les efforts. Oui. Plus de courses avec des carburants fossiles, les zones d'exclusion. Tout le monde adhère Non, c'est pas toujours facile, ça se fait un peu il y a un peu de heurts. Il y a un marin qui a quitté la course au large, qui a dit bah non, moi j'adhère plus au système. Là vous faites n'importe quoi en fait. Il a claqué la porte et ça grince des dents quoi. Ça grince des dents, on n'est pas complètement irréprochable. Aujourd'hui, ce qui pollue le plus, c'est quand on va faire des arrivées aux Antilles et qu'on déplace toute l'équipe, les sponsors, la famille. En plus, avant, on ramenait les bateaux par cargo, on ne les ramenait pas par la mer. Je ne vous explique pas la quantité de carbone qu'on produisait. Donc déjà maintenant, on ramène les bateaux par la mer, voire même on utilise le retour ou pour s'entraîner ou pour faire des courses. L'idée maintenant, ce serait effectivement peut-être de déplacer encore un petit peu moins de monde par avion. Pas toujours évident, parce que c'est un peu la carotte aussi dans les équipes, si vous voulez, quand on demande à 10-20 personnes un engagement total pendant plusieurs années et qu'au bout du compte, ils ne sont pas à l'arrivée du bateau pour la victoire ou... Bon, c'est un petit peu dur quand même, quoi. Mais pourquoi pas, je sais pas, alors les déplacer en bateau, enfin qu'ils partent avant. Ouais. Oui, je suis arrivé en bateau. Ouais. Greta Thunberg, je crois, est allée à une COP21 pour militer contre une COP21 aux États-Unis. Elle avait traversé aussi sur le bateau de Boris Herman. Bon, en tout cas, mon souhait le plus cher, en tout cas, c'est que toute cette technologie aujourd'hui, un jour, permette effectivement à ce qu'on puisse passer en transport de passagers ou en transport maritime sur des bateaux à foil. Pour moi, ce serait le rêve, quoi. Pourquoi pas reprendre du service et devenir commandant d'un cargo qui emmènerait de l'autre côté de l'Atlantique, je sais pas, du vin, du miel, enfin, voilà, des produits qui n'ont pas besoin de voyager dans l'urgence. Ça commence en tout cas à se mettre en place. Des chantiers qui construisent des bateaux qui font le Vendée Globe commencent à avoir un département qui va produire des éléments de bateaux, pour notamment les mâts, pour mettre sur des cargos à voile. Bon. Il se passe quand même pas mal de choses. J'ai bon espoir que ça finisse par arriver. Parce que c'est sûr que là, quand on arrive à Boulogne et qu'on a remonté la Manche, là, le nombre de cargos qu'il y a, c'est hallucinant. C'est l'autoroute A1 de la mer. Voilà, c'est ça. Ouais. On a encore quelques instants pour quelques questions. Ouais. Moi, j'assiste à beaucoup de séminaires et de conférences. C'est rare d'avoir des mains qui se lèvent aussi vite. On parlait des animaux et du fait que les foils pouvaient entrer en contact facilement avec eux. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme pour la Formule 1 justement, des zones où on n'a pas le droit de servir des foils et continuer naviguer sans foil, comme le DRS en Formule 1, voilà, là on n'a pas le droit. Ouais. C'est une solution qui est faisable? Oui, carrément, ouais. Parce qu'effectivement, il y a des zones, je pense au plateau continental qu'il y a au large de la Bretagne, qui est
quand on quitte la Bretagne pour traverser l'océan, on est quasiment obligé de passer au-dessus de cette remontée du plateau continental. Et on sait très bien qu'à cet endroit-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des animaux, quoi. Et mon idée, moi, ce serait effectivement de mettre un corridor où on limite la vitesse et où on remonte les foils. Qu'est-ce qu'il y a eu de récemment l'arrivée de la transat anglaise l'année dernière entre Plymouth et New York, l'arrivée a été faite au large, avant le sanctuaire des baleines. C'est-à-dire qu'on a accepté de ne pas faire la ligne d'arrivée devant le port avec le mec qui lève les bras, on l'a faite quasiment 12 heures avant au large, dans l'anonymat le plus complet. C'est un peu bizarre pour le skipper. Mais ça n'a pas forcément changé fondamentalement le fait qu'il ralentisse, qu'il traverse ce sanctuaire de baleines, et puis qu'il arrive à New York en levant les bras en tant que vainqueur. Et pareil pour le départ. Les marins sont partis tout seuls de New York, ils ont eu une nuit en mer, à 10 nœuds, tranquillo, pour se mettre dans le bain, et puis on leur a fait un départ sur une ligne de départ virtuelle au large, qui du coup n'était pas retransmise à la télé, mais voilà, on peut s'adapter, ouais, je suis d'accord. On parle beaucoup de ce que la science apporte, enfin que l'avancée technologique apporte à la voile, mais qu'est-ce que la voile peut apporter à la science? Je sais qu'il y a des balises qui sont lâchées dans l'océan pendant les courses. À quoi ça sert et vers quoi on peut tendre pour améliorer les choses? Oui, on a effectivement... les bateaux peuvent servir de capteurs, c'est-à-dire qu'on a sur quelques bateaux la capacité d'analyser en permanence le CO2, la salinité, la température. On a des marins qui ont disposé et lancé à la mer des balises qui sont capables de descendre jusqu'à 6, 7, 8 000 mètres de fond, prendre des mesures, produire un petit peu d'air, enfin en tout cas vider leur ballast, remonter à la surface, envoyer les données par satellite, et puis renouveler comme ça, pendant tant que les batteries le permettent, de renouveler l'opération plusieurs fois. Je pense que c'est la moindre des choses, et je ne sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Ça sert en tout cas surtout beaucoup effectivement à améliorer notre image. Peut-être que ça sert pas mal. Non, moi je crois plus effectivement que la technologie va nous permettre de se déplacer en consommant moins d'énergie, j'espère. Ouais. Je crois aussi qu'on pourrait communiquer un peu plus, en tout cas, moi j'essaie de communiquer à mes enfants. Quand tu appuies sur le bouton de l'interrupteur pour aller à la lumière, pose-toi la question d'où ça vient, l'énergie, combien tu consommes, est-ce que tu peux pas différer quand tu es sur ton bateau et que tu dois descendre l'hydrogénérateur ou déployer l'éolienne ou simplement même démarrer le moteur pour produire ton énergie, tu sais d'où elle vient l'énergie. Tu sais que tu as fait 1 heure de moteur pour tes 12 prochaines heures. Et la nuit, tu adaptes la lumière de ton écran. Enfin, je crois plutôt à essayer de mieux consommer, quoi. Pas considérer comme acquis que de toute façon, derrière un interrupteur, il y a de l'électricité qui vient, quoi qu'il arrive, quoi. Encore des questions? Une question ici. Pour revenir sur la technologie au niveau des IMOCA, pourquoi on ne les stabilise pas en vol comme les ultimes? Oui, il y a des skippers qui disent que ça coûte trop cher, que l'innovation coûterait trop cher, créerait une vraie rupture technologique aussi encore et mettrait une partie de la flotte à la poubelle. Ouais, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avancer avec la technologie sans créer de rupture technologique qui mette à la poubelle tout le reste. C'est-à-dire que c'est pas évident à faire parce que sinon tu imagines avec des bateaux là maintenant ils sont à 6-7 millions d'euros. S'il y en a un qui en fait un volant complet et puis qui gagne avec 15 jours d'avance et qu'on se rend compte que tout ce qui a été fait ces 20 dernières années, il faut le jeter à la poubelle. Donc on essaye quand même de laisser de l'antériorité aux vieux bateaux,
leur donner des règles qui leur permettent de rester compétitifs le plus longtemps possible. Parfois de plomber un peu les nouveaux bateaux arbitrairement. Je sais que par exemple là, on a 50 ou 100 kilos de plomb dans les bateaux neufs pour essayer de les pénaliser un petit peu. Tout est quand même histoire de dosage, quoi. Et le modèle économique de la course au large tel qu'il est, il est quand même... on a eu beaucoup de superlatifs sur la dernière édition du Vendée Globe, mais on est quand même sur quelque chose d'assez précaire. Et donc le fait de ne pas avoir voulu mettre les bateaux complètement volants faisait partie de ce souhait d'essayer d'avoir une évolution qui soit raisonnable et raisonnée. Moi j'avais juste une question sur, donc tu as parlé du projet d'armer le Tripon et qui est une très belle initiative, mais au final dans la réduction de l'empreinte carbone du bateau, c'est du carbone qui aurait été jeté par l'industrie, mais c'est du carbone ça reste du carbone qui a été créé à un moment donné. Et est-ce que donc il y a une réduction, mais la création de carbone a juste été déplacée en soi? Ou est-ce que au final le fait qu'il y ait vraiment, est-ce que c'est du carbone qui aurait été jeté donc C'est du carbone qui aurait été jeté. Donc quelque part tu recycles un petit peu quand même. Mais je suis d'accord avec toi, ça reste du carbone, ça reste sale. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je n'ose pas demander en ligne, parce qu'on m'a dit qu'il n'y en avait pas en ligne. Voilà. Je crois qu'il y a une question là. Vous avez abordé le souci des avant-après du point de vue médical sur certains navigateurs. La moitié des navigateurs donc, avaient passé les tests selon vous. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de contrôle à ce niveau-là, qui serait un contrôle comme par exemple pour les boxeurs ou les gens qui font de l'athlétisme, qui serait un contrôle continu? Est-ce que ce genre de choses est envisagé? Alors déjà, en tant que sportif de haut niveau, on n'est pas sur un suivi médical aussi pointu que, je pense, des cyclistes ou des athlètes qui pratiquent l'athlétisme. Enfin, en tout cas, en tant que sportif de haut niveau, on a un suivi médical, un bilan 2 fois par an. Donc on est quand même suivi. Mais c'est vrai que ça ne fait pas finalement, par rapport à ce qu'on imagine, être le suivi médical dans certaines pratiques sportives. Donc là, effectivement, on a aussi des choses à mettre en place. On a commencé à avoir quelques commotions cérébrales, on en a parlé. Je sais que sur certains bateaux comme Charlie Dalin, qui a justement une commotion cérébrale sur un tour du monde en équipage, il porte le casque à partir d'une certaine vitesse. Je pense qu'il va falloir s'attacher aussi. Ce que tu n'aimes pas faire. Non. Tu n'aimes pas mettre ton gilet non plus. J'aime pas mettre mon gilet, j'aime pas m'attacher, mais je suis un peu un vieux con, ouais. Ça fait 2 fois que tu me dis que t'es vieux, j'ai 10 ans de plus que toi. J'arrête en fait. Après, les pathologies, à part effectivement les commotions, la perte de poids, c'est pas rédhibitoire. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même le côté psychologique où, en fait, pour être à la tête d'un projet comme celui-là, il faut être entrepreneur, il faut être communicant, il faut être bon sportif. On est sur un cycle de 4 ans qui finalement, quand le dernier Vendée Globe s'arrête, il faut déjà que tu aies trouvé le sponsor pour construire le nouveau bateau. Donc en fait, tu es déjà dans le tunnel. Moi, je vois des coureurs, j'ai pitié d'eux. Hein. Quand ils reviennent du Vendée Globe là, au centre d'entraînement à Port-la-Forêt, ils devraient être heureux, quoi, tu vois. Alors, ils devraient. Il y a des choses aussi comme le dopage, parce qu'on le voit dans des sports cérébraux, comme par exemple aux échecs, où il y a eu des suivis pour être sûr qu'ils ne soient pas dopés sur le long terme. Oui. Alors, nous, ils sont venus plusieurs fois contrôler. Ils sont repartis en disant on ne va pas dilapider l'argent de l'État là-dedans. Parce qu'en fait, les contrôles antidopage, ils ont un budget, tu vois. Et donc, quand ils disent qu'ils ont 100 tests antidopage à faire, ben, ils vont se dire on va en mettre 20 sur le vélo, on va en mettre 20 sur l'athlé, on va en mettre 20 là. Et puis on va en mettre 3-4 dans les sports où il y a risque, quoi. Et puis ils viennent voir, et puis ils en voient, s'ils voient qu'il n'y a rien, ils vont pas en refaire plus que ça dans l'année, quoi. Mais il faut faire attention, je suis d'accord avec toi.
Et à la limite, moi, quand les contrôleurs sont venus cet hiver au pôle pour contrôler les jeunes, je dis putain super quoi. Venez. Parce que nous, par rapport au grand public, on a aussi besoin de cette crédibilité-là, de dire est-ce que vous êtes. Quand est-ce que tu as été contrôlé la dernière fois? Je dis moi, ça fait 20 ans quoi. Ça fait pas beaucoup. Bon, alors tu dis que tu es vieux. À chaque fois, je prends un coup parce que j'ai vraiment 10 ans de plus que toi. Tu as encore quelques projets. Tu veux nous parler de ce qui va se passer sur le plan sportif et puis sur le plan de tes nouvelles missions, mais déjà au niveau de la course, parce que tu es embarqué dans un projet avec Élodie Bonafour. Ouais. Disons que moi j'ai raccroché le ciré pour les courses en solitaire parce que voilà, la recherche de partenaires, la communication, la gestion du projet quotidien m'était devenue trop lourde quoi. J'ai aspiré à faire autre chose. Mais je me suis découvert quand même des compétences de transmission. Donc ça peut prendre la forme de l'entraînement, du coaching pur, mais aussi d'accompagner des coureurs, des novices qui arrivent sur cette classe-là. Et donc j'ai une petite fierté personnelle, c'est que j'ai fait mes 3 dernières Transat Jacques Vabre, donc qui sont des courses en double, avec les 3 premiers du Vendée Globe. J'ai gagné en 2019 avec Charlie Dalin. J'ai fait 4e en 2021 avec Sébastien Simon et on fait 2e il y a 2 ans avec Johan Richaume. Et quand Élodie m'a appelé, Élodie Bonafou, je me suis dit, le défi de remettre une femme sur le podium du Vendée Globe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hélène MacArthur en 2001 avait fait 2e, c'est un défi qui me plaît bien. Et Élodie, je pense, est vraiment une femme qui en a les capacités, quoi. Donc voilà un peu ce qui m'anime en ce moment. Je pensais à ça. Est-ce que maintenant dans le développement dans toute la partie de conception avant de construire les bateaux, il y a une pensée sur la possibilité de la réparabilité des bateaux? Alors pas tout le système parce qu'on ne sait jamais où va arriver la casse. Mais c'est vrai que d'un point de vue spectateur, en tout cas, c'est très frustrant, alors notamment sur les ultimes dans le trophée Jules Verne qui s'arrête dès qu'on arrive dans l'océan Indien parce que c'est impossible de réparer en mer. Et ça arrivait moins sur le dernier Vendée Globe, mais il y a quand même des cas où ça devient des bateaux très compliqués à réparer en mer sur certaines avaries. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même de moins en moins d'abandon sur le dernier Vendée Globe, alors aussi dû et grâce au système de qualification, c'est-à-dire que pour participer au Vendée Globe, il fallait faire un tas d'événements, ce qui participe aussi du coup à un peu mieux rentabiliser les investisseurs, les sponsors, c'est-à-dire que tu dois faire des milles pour être à l'arrivée au départ du Vendée Globe, du coup tu es mieux préparé, donc du coup tu finis les courses et le circuit annuel est mieux médiatisé parce qu'on se retrouve avec des courses où il y a plus de bateaux. Enfin, en gros, c'était quand même plutôt assez vertueux. Dans la conception d'un bateau, on essaye effectivement ou d'avoir de la redondance ou parfois d'avoir des systèmes qui vont pouvoir servir à 2 choses pour réparer. Mais effectivement, il reste quand même toujours des avaries qu'on peut pas, qui peuvent être toutes bêtes, quoi. Je parle du dessalinisateur, par exemple. Tu n'as plus de dessal, tu n'as plus d'eau douce, quoi. Tu rentres, quoi. Tu vas pas boire ta piste, tu vas pas boire l'eau de mer. Tu peux toujours partir avec un truc pour pomper et désaliniser l'eau toi-même, mais bon, ça commence à être compliqué, quoi. Tu perds ta quille, tu casses ton mât. Il y a en tout cas des endroits vraiment importants dans la préparation où ça, il faut pas mégoter, quoi. S'il y a des grammes et des kilos à perdre, il faut savoir les mettre au bon endroit. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est d'être sous le feu des ingénieurs qui te font des propositions tous les jours pour améliorer ton bateau. Il faut arriver à faire le tri là-dedans en disant qu'est-ce que je vais gagner, combien d'argent ça va me coûter et quels risques je vais prendre et qu'est-ce qui va m'empêcher in fine à la fin de finir le Vendée Globe et de le remporter, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous les bateaux qui sont arrivés, et même celui du vainqueur, est parti avec un potentiel à 100% et est revenu à l'arrivée avec un potentiel à 80%. Donc tu vas en perdre 80% de ton potentiel sur un tour du monde. Je pense qu'il est temps de
te remercier chaleureusement. Chacun se fera sa propre opinion, mais au-delà de tes mots, moi, je sens beaucoup de choses dans ton propos. Je suis très, très heureux d'avoir pu t'écouter. Je voudrais remercier infiniment Julien, Jean et Antoine d'avoir rendu possible cette rencontre. J'espère que tu l'as apprécié toi aussi. Bah ouais. C'est ta première ? C'est pas ma première conférence entre guillemets, mais enfin en tout cas échanger comme ça. Et puis petit clin d'œil que tous les deux on peut faire à un certain Frédéric, un industriel parisien qui gère un gîte à Ploumeur-Baudou, sans qui on ne se serait pas rencontrés. Et donc j'espère qu'il pourra regarder le podcast de ton intervention. Merci infiniment. Puis on vous invite avec Antoine, Jean et Julien à participer au cocktail qui se déroule juste à la sortie de l'amphithéâtre. Et puis vous pourrez me suivre, et moi, Elodie et notre équipage, puisqu'on part sur la course des Caps dimanche à 14h de Boulogne. On part pour faire le tour des îles Britanniques. Et donc, si vous n'avez rien prévu pour le week-end, vous pouvez venir même admirer les bateaux samedi et dimanche matin, parce que le ponton pour voir les 12 bateaux est ouvert au public. C'est que c'est pas très loin. Si vous n'avez rien prévu, il est encore temps de vous décider. Et puis sinon, suivre sur Internet la course des Caps. Et notre bateau s'appelle Petit Prince Quai Guinaire. Il ne s'appelle pas Horizon 29 ? Il a été baptisé il y a 15 jours maintenant, et donc son nom c'est Association Petit Prince, groupe Quai Guinaire. Donc la course des Caps à Boulogne c'est la première édition d'une course de la classe IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe. J'ai compté que 5 des 10 premiers du dernier Vendée seront présents. Je sais que Charlie devait en être, mais il est convalescent, donc il n'y sera pas. Et puis il y a aussi d'autres concurrents qui ont été un peu moins bien classés qui seront présents. Donc ça va être un spectacle exceptionnel. Et puis on se dit à demain matin. Eh ben, merci.